Pour comprendre le nouveau slogan dans nos politiques, non à l'assistanat ainsi que les coupes financiers du service public de notre pays, mais pas que basés sur le darwinisme social, il faut connaître la théorie de la sélection naturelle de Charles Darwin. Charles Darwin, naturaliste anglais, est surtout connu pour son livre L'origine des espèces, qui traite de la sélection naturelle et de l'évolution des espèces. Salut, dans ce nouvel épisode du podcast Philosophé, je vais vous expliquer le concept du darwinisme social. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche. Tout d'abord, je vais vous expliquer la théorie de la sélection naturelle chez les animaux définie par Charles Darwin. Ensuite, le darwinisme social. À noter que le darwinisme social n'a strictement rien à voir avec Charles Darwin, mis à part le nom, c'est juste une récupération de sa théorie dans le domaine social. Selon Charles Darwin, tous les êtres vivants sont en constante évolution. Ils varient, se transforment et se modifient continuellement sous l'influence du milieu, des circonstances et des besoins qui s'imposent à eux. Cette capacité d'adaptation permanente est essentielle à la compréhension du processus de sélection naturelle. Toutefois, la nature n'offre pas de ressources illimitées et spontanées. Il en résulte que les ressources disponibles ne suffisent pas à combler les besoins de tous les êtres vivants. Cette limitation crée une compétition inévitable pour l'accès à la nourriture, à l'espace et d'autres éléments essentiels à la survie. Les plus forts, les meilleurs, les plus doués, les plus aptes réussissent à surmonter les difficultés et les périls de la vie, tandis que les plus faibles et moins aptes, n'ayant pas reçu les mêmes armes, ni même les mêmes garanties de succès, sont cruellement sacrifiés. Ce double phénomène de l'élimination des êtres faibles et la survivance des êtres forts s'opère à partir du loi naturel que Darwin appelle la loi de la sélection. Concrètement, la nature agit spontanément sur les êtres comme les éleveurs ou les horticulteurs agissent sur les animaux domestiques ou les plantes afin de développer en eux telle ou telle qualité utile. Comme les qualités des êtres ont tendance à se transmettre à leur descendance et à se reproduire entre eux, étant donné qu'ils sont restés entre vainqueurs, les qualités qui leur ont permis de remporter la lutte pour la vie perpétuent héréditairement et se fixent dans la race, jusqu'à ce que surgisse une race plus forte, mieux adaptée, et ainsi de suite. C'est ce que Darwin appelle la loi de l'univers. Ce principe est le cœur même de la théorie de l'évolution, telle que formulée par Charles Darwin. C'est-à-dire que l'évolution des espèces ne se réalise pas d'une manière instantanée, mais s'effectue progressivement au fil des générations. Chaque génération hérite des caractéristiques qui ont permis à ses ancêtres de survivre et à s'adapter à un environnement, renforçant ainsi au cours des temps les qualités les plus favorables. Ainsi, la transformation des espèces s'inscrit dans un processus continu où la sélection naturelle joue un rôle central, assurant la perpétuation des traits les plus avantageux et la disparition progressive des moins adaptés. Les 4 facteurs responsables: la lutte pour la vie, struggle for life, l'altération interrompue du type primitif, la transmission héréditaire de ces modifications aux descendants, et enfin la sélection naturelle, c'est-à-dire l'élimination des plus faibles, ceux qui n'ont pas réussi à s'adapter au changement de l'environnement pour leur survie. Ça, c'est l'organisation dans la nature. C'est comme ça que fonctionne l'écosystème animal. Un exemple très concret, on va prendre l'exemple du cou et de la girafe illustré par Lamarck et repris par Charles Darwin peu après. La girafe possède un long cou, ainsi que des pattes avant plus longues que les pattes arrière. Cette particularité morphologique provient de son habitude de se nourrir des feuilles situées en hauteur dans les arbres. Grâce à cet allongement progressif de son cou, la girafe a pu accéder à une ressource alimentaire moins accessible aux autres animaux à sa bout. Par conséquent, même en cas de famine, elle dispose d'un avantage certain pour sa survie. Cette adaptation lui confère donc une probabilité de survie supérieure à celle des autres espèces partageant le même environnement qu'elle. Le darwinisme social. La théorie de Darwin s'applique-t-elle alors dans le domaine social? Serait-ce la Bible des partisans des inégalités sociales? Quel rôle joue-t-elle dans le développement de l'homme dans l'espace social et dans son propre développement en tant qu'être humain, plus précisément son influence sur le progrès des individus et des peuples? Alors, une théorie s'avère vraie lorsqu'elle est appliquée dans le domaine pratique sur les institutions politiques et sur les arrangements sociaux. Monsieur plutocrate et monsieur économiste appliquent-ils le darwinisme social dans les sociétés humaines? Que nous dit l'économiste anglais Malthus?
Un homme qui naît dans un monde déjà occupé, si sa famille n'a pas le moyen de le nourrir ou si la société n'a pas besoin de son travail, cet homme, dis-je, n'a pas le moindre droit à réclamer une portion quelconque de nourriture. Il est réellement de trop sur la terre. Au grand banquet de la nature, il n'y a point de couvert mis pour lui. La nature lui commande de s'en aller et ne tarde pas à mettre elle-même cet ordre à exécution. Lorsque la nature se charge de gouverner et de punir, ce serait une ambition bien méprisable de prétendre lui arracher le spectre des mondes. Que cet homme soit donc livré au châtiment que la nature lui inflige pour le punir de son indigence. Il faut lui apprendre que les lois de la nature le condamnent lui et sa famille aux souffrances et que si lui et sa famille sont préservés de mourir de faim, ils ne le doivent qu'à quelques bienfaiteurs compatissants. Bien les secourant, désobéis aux lois de la nature, la justice et l'honneur nous imposent le devoir de désavouer formellement le prétendu droit des pauvres à être assistés. Ça, c'est la logique froide et cruelle du capitalisme. C'est-à-dire que toutes les formes de vie doivent être soumises à la loi du profit. Le capitalisme met en concurrence les êtres humains, valorise l'individualisme au détriment de la solidarité, crée et favorise des inégalités sociales et raciales. Parce que oui, pas de capitalisme sans racisme. Donc si tu ne nais pas avec des privilèges financiers ou sociaux, tu ne vaux rien. Ta vie n'a pas de valeur et tu es de trop sur cette terre, concrètement. Et c'est par la perte des plus faibles que s'accomplira le progrès de l'humanité. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est par la mort des pauvres que progressera l'humanité. Car l'humanité est réservée aux meilleurs, aux gagnants, à ceux qui réussissent et pas à ceux qui ne réussissent pas. D'autre part, cela montre que la méritocratie n'existe pas et n'est pas vraiment valorisée, puisque si tu n'as pas de privilège, tu es excommunié de la société. Et si tu arrives à t'en sortir tant bien que mal grâce à l'école, tu devras travailler beaucoup plus pour être vu et pour être entendu. Et figurez-vous que l'ascenseur social est en panne. Prenons l'exemple des journalistes, ils sont tous issus de la même classe sociale, ils vont tous dans les mêmes écoles et ils se marient entre eux. Et que nous dit le professeur d'IENA, M. Aker? Il n'est point dit de doctrine scientifique qui proclame plus hautement que la théorie de la descendance que l'égalité des individus est une impossibilité. Quelle est cette égalité chimérique en contradiction absolue avec l'inégalité nécessaire et existence partout en effet des individus? La réalisation des buts du socialisme qui demande pour tous les citoyens des droits égaux, des devoirs égaux et des biens égaux, des jouissances égales est purement et simplement impossible. La théorie de Darwin établit au contraire que les sociétés humaines comme dans les sociétés animales, ni les droits, ni les devoirs, ni les biens, ni les jouissances des membres associés ne sont et ne pourront être égaux. Les conditions de l'existence sont dès lors entrées dans la vie inégales pour les individus. Comme notre tâche et les résultats qui en découlent pourraient-ils être partout égaux? Tout homme politique, intelligent et éclairé devrait, me semble, préconiser le darwinisme comme le meilleur contrepoison contre les absurdes théories égalitaires des socialistes. Le darwinisme est tout plutôt que socialiste. Si l'on veut lui attribuer une tendance politique, cette tendance ne serait qu'aristocratique. La théorie de la sélection n'en s'éteigne pas que dans la vie de l'humanité comme dans celle des plantes et des animaux. Partout et toujours, une faible minorité privilégiée parvient seule à vivre et à se développer. L'immense majorité, au contraire, pâtit et succombe plus ou moins prématurément. La cruelle lutte pour l'existence sévit partout. Seul le petit nombre, élu des plus forts ou des plus aptes, est en état de soutenir victorieusement cette concurrence. La grande majorité des concurrents, malheureusement, doit nécessairement périr. La sélection des élus est liée à la défaite ou à la perte du grand nombre des êtres qui ont survécu. Tout d'abord, j'ai envie de lui répondre que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et revenons sur une phrase qui a attiré particulièrement mon attention. Si l'on veut lui attribuer une tendance politique, cette tendance ne saurait être aristocratique. La définition de l'aristocratie, régime politique dans lequel le pouvoir de gouverner appartient à un groupe d'individus, le plus souvent une noblesse dont les droits sont héréditaires, une caste dont les privilèges sont exclusifs et étanches, ou encore des praticiens liés à des réseaux. Je répète, ou encore des praticiens liés à des réseaux. La définition de la démocratie,
forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple, État ainsi gouverné. Maintenant, je vous laisse réfléchir à quelle forme de gouvernement sommes-nous. Et que nous dit Rousseau dans le contrat social? La démocratie est la meilleure forme de gouvernement pour les hommes libres, car nous vivons dans une société foncièrement inégalitaire. 1% de la population mondiale détient autant de richesses que les 99% restants. Dans une société démocratique, il faut que les riches ne soient pas trop riches pour pouvoir exploiter les autres, mais il faut aussi que les pauvres ne soient pas trop pauvres pour se sentir contraints de se laisser exploiter. La seconde phrase qui a attiré mon attention: une faible minorité privilégiée parvient seule à vivre et à se développer. L'immense majorité, au contraire, pâtit et succombe plus ou moins prématurément. La cruelle lutte pour l'existence sévit partout. Ok, bon. Imaginons qu'on diminuait une partie des privilèges des privilégiés. Soit leur héritage ne se transmet plus, soit on met un impôt sur leur héritage à partir d'un certain seuil. Parce que la lutte pour la survie trouve son fondement dans la capacité d'adaptation des individus. Si les privilégiés héritent des compétences et des ressources de leur aîné qui est supposé être héréditaire, ils ne devraient pas craindre pour leur avenir. Car ce que les générations précédentes ont accompli, les descendants seraient en mesure de le reproduire puisque cette aptitude ferait partie intégrante de leur capital génétique. Ainsi, la transmission des moyens de survie serait inscrite dans leur ADN, garantissant leur capacité à s'adapter et à réussir indépendamment des avantages matériels. On est d'accord? En faisant cela, on pourrait éventuellement rééquilibrer la société. J'entends déjà certains me dire: oui, mais pourquoi retirer les héritages? Ce sont des biens familiaux, leurs familles ont travaillé, certains sont des pauvres, ils se sont enrichis par la force du travail, c'est injuste. Oui, mais la sélection naturelle est fondamentalement injuste. La sélection naturelle repose sur la capacité d'adaptation à un environnement en constante évolution, où la nature procède par essais successifs. La nature, c'est un jeu d'essais perpétuel. C'est du pur hasard. Si l'on transpose cette logique animale marquée par l'aléatoire à l'organisation des sociétés humaines, il paraît évident que les règles ne soient pas figées. Les sociétés humaines étant dirigées par des gouvernements formés d'hommes et de femmes, il revient à ces instances de modifier régulièrement les règles qui bénéficient aux plus privilégiés, génération après génération, afin de tenir compte des changements et de préserver l'équilibre social. On ne peut pas transposer une théorie animaliste liée au hasard et à de simples transmissions et à des modifications caractéristiques physiques et ou organiques à des sociétés humaines, dans lesquelles les enjeux sont beaucoup plus gros et beaucoup plus importants. Dans les sociétés humaines, il faut prendre aussi en compte les structures raciales et le genre. Parce que oui, la race et le genre, c'est social. Donc d'emblée, il y a confusion. À part si ces gens soutiennent que les crimes contre l'humanité, comme l'esclavage, la Shoah, les génocides contre les autochtones par exemple, les mutilations envers les femmes, seraient des instruments de progrès. Point d'interrogation. C'est une question. Je vous laisse réfléchir à ça.